Donc on va voir maintenant la sédimentation qui est associée au système compressif. Ça paraît un peu contre-intuitif, puisque qui dit système compressif, on s'attend plutôt à la formation de structures plissées, faillées, des empilements, à la formation de relief. Donc c'est plutôt contre-intuitif avec l'idée d'avoir des lieux de sédimentation, des bassins, mais vous allez voir qu'il est quand même possible d'avoir la sédimentation associée à des systèmes compressifs. Tout d'abord, on va introduire une notion qui est la notion de strate de croissance. On parle aussi de sédiments syntectoniques et en anglais, on appelle ça des growth strata. Donc, qu'est-ce que c'est les strates de croissance? C'est lorsque vous avez une structure plissée et ou faillée qui va croître au niveau par exemple d'un piémont d'une chaîne de montagne. Ces structures vont souvent se mettre en place au sein d'un bassin. Et donc dans ce bassin, vous avez de la sédimentation et en même temps de la déformation en profondeur. Il en résulte des géométries dans les sédiments qui sont un peu bien particulières. On forme en particulier des éventails, on forme des discordances angulaires, des zones lappes. Donc sur ce schéma ici, vous avez deux types de strates. Vous avez des strates qui sont anté-déformation, qu'on appelle pré-tectonic strata en anglais, qui sont ici, donc qui correspondent à toute la zone gris un peu plus foncée. Et ensuite, vous avez des strates de croissance qui se sont déposées pendant la formation du pli. Donc c'est tout cet empilement ici de gris un peu plus clair, voire pour les plus récentes, les couches jaunes et beige et orange à la surface. Donc on arrive à distinguer dans ces différentes couches des variations de pendage et la forme d'éventail. Pour preuve de l'éventail, si vous regardez l'épaisseur qu'il y a au niveau de la grande flèche rouge que j'ai dessinée par rapport à l'épaisseur que vous avez à l'aplomb du pli en profondeur, qui est un pli de détachement, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence d'épaisseur. Donc pour accommoder cette différence d'épaisseur, vous avez forcément un éventail. On voit également sur ce schéma, si vous avez une rivière qui coule au travers de cette structure, eh bien en surface, vous pouvez avoir de l'érosion, incision, érosion, et former les troncatures qu'on a là, et puis donc ces géométries en on-lap qui sont caractéristiques d'une sédimentation qui se met en place pendant la déformation. Je vous rappelle qu'on a vu un peu le même genre d'objet pour la sédimentation associée aux failles normales et aux bassins, notamment asymétriques. Alors un autre exemple, un autre schéma qui vous illustre cette notion de dépôt sain tectonique, sain déformation, growth strata. Donc vous avez en gris une structure en particulier plissée qui, alors on n'a pas mis le détail de la structure, mais juste qui crée un relief qui va croître. Et au fur et à mesure que vous faites émerger ce relief, eh bien vous déposez des sédiments qui vont former un éventail, comme vous pouvez avoir dans cette région ici, ou sédiments qui vont venir en discordance angulaire, en on-lap, sur la structure qui est en train de croître en profondeur. Donc ce genre de géométrie, éventail et puis on-lap, c'est très typique d'une sédimentation syntectonique, strate de croissance ou grow strata. Alors des exemples de growth strata, de sédiments syntectoniques, on peut le voir à travers ce profil sismique, alors qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais on arrive quand même à distinguer des choses. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce profil sismique? On voit en profondeur des réflecteurs qui sont relativement plats, donc qui correspondent à l'endroit où on va avoir un niveau de décollement. Et puis au-dessus de ce décollement, on a des couches qui sont plissées et qui sont, si vous regardez bien les réflecteurs, relativement parallèles les unes aux autres. Et vers la surface, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des troncatures, j'en souligne une là, qui mettent en évidence, vous en avez une autre ici, j'essaie de vous montrer l'existence des on-lap et des troncatures, qui mettent en évidence que la partie supérieure s'est déposée en même temps qu'on a formé le pli de détachement en profondeur.
Alors un autre exemple de sédimentation syntectonique, mais cette fois pas avec un pli de détachement, mais avec un pli qui va se former associé à une faille qui émerge vers la surface, donc un pli de propagation. Donc on a des couches qui sont grises en T-déformation, pré-gros strata, et on va faire émerger une faille au niveau du grand trait noir qui recoupe ces couches-là, faille qui va faire générer un pli et qui va générer un relief, et à l'arrière de ce relief, on va avoir de la sédimentation syntectonique, syndéformation, des gros strata, ici en jaune, qui au départ se déposent horizontalement, mais au fur et à mesure que vous augmentez la déformation et que vous augmentez le glissement sur votre faille, et donc que vous augmentez le pli de propagation, eh bien vous allez plisser de plus en plus ces strates syntectoniques, et puis tout en même temps, tout en maintenant la sédimentation en parallèle. Donc vous allez générer au fur et à mesure cette géométrie en éventail qui est caractéristique d'une sédimentation syntectonique qui se met en place en même temps qu'on fait le pli par propagation de failles. Alors on peut complexifier un peu ce genre de modèle en introduisant des phases de quiescence tectonique, phases de stabilité tectonique, associées à de l'érosion, puis de la sédimentation qui va se faire en phase de stabilité de quiescence tectonique, puis une reprise de la sédimentation, de la tectonique, pardon. On peut imaginer plein de scénarios un peu comme ça complexes. Vous allez voir que ce scénario-là, ce modèle-là, en fait, a été fait pour expliquer une structure géologique bien précise. Donc, dans le cas que vous avez là, vous avez d'abord l'émergence d'une faille de propagation, d'un pli de propagation, pardon, associé à une faille qui se propage vers la surface. Donc on fait un premier éventail avec une sédimentation syntectonique, on fait un premier éventail qui est dans cette partie-là supérieure. Pour une raison donnée, vous avez une phase d'érosion importante qui va recouper un peu toute la structure et la tectonique qui s'arrête. Peut-être par exemple parce que la déformation s'est propagée sur une autre structure au niveau de la région et puis la structure qu'on étudie en particulier, elle ne bouge plus, il n'y a plus de déformation, il n'y a plus de glissement sur la faille. Malgré tout, vous poursuivez la sédimentation, donc c'est pour ça que vous avez ces dépôts en noir et blanc là qui sont simplement déposés à l'horizontale parallèlement les uns aux autres. Puis postérieurement à ça, vous allez reprendre la déformation et vous allez continuer la sédimentation et vous allez faire un deuxième éventail qui va se développer sur ces couches noires et blanches, cette deuxième série de couches noires et blanches qui sont des couches qui se sont déposées sans déformation. Et donc au final, vous arrivez à une géométrie qui est relativement complexe avec une première série de couches en T-déformation, des couches qui sont sin déformation, puis de nouveau des couches en T-déformation pour finir par une dernière série de couches en éventail sin déformation. Donc ce scénario-là, il n'a pas été imaginé au hasard, il a été fait pour expliquer une structure qu'on observe dans les Pyrénées. Donc cette structure, voici une photographie trouvée dans la littérature. Alors on ne va pas voir sur cette photo l'ensemble du schéma que vous avez vu précédemment, mais on voit quand même certaines choses. Et en particulier, vous voyez ici un certain nombre de couches qui tournent bien et qui viennent être tronquées par une série supérieure qui montre une géométrie en éventail. Donc tout ça pour vous illustrer un peu les complexités des géométries qu'on peut avoir lorsque vous avez à la fois de la déformation et à la fois de la sédimentation. Déformation qui peut avoir son histoire propre, des phases d'accélération, des phases de ralentissement, des phases de stabilité, et puis sédimentation qui elle aussi va avoir son histoire propre, avec des phases de très forte sédimentation, des phases d'arrêt de sédimentation voire d'érosion, puis de reprise de la sédimentation. Et donc vous mettez ensemble ces deux histoires complexes l'une avec l'autre, vous pouvez arriver à des géométries qui sont extrêmement complexes mais intéressantes à décrypter pour remonter à l'histoire de la déformation.
Alors, outre ces objets, cette sédimentation à l'échelle des structures, on peut avoir une sédimentation à plus grande échelle, on va dire à l'échelle crustale. Alors, comment ça se produit? Lorsque vous avez un système compressif, vous allez générer, comme on l'a vu précédemment, des empilements de structures les unes sur les autres, des failles qui s'empilent, qui s'imbriquent, des plis qui montent les uns sur les autres. Donc vous allez générer ce qu'on appelle un épaississement crustal. Épaississement crustal qui peut aller jusqu'à la formation d'une chaîne de montagnes. Et lorsque vous arrivez à un épaississement crustal aussi important, eh bien sur les plaques tectoniques, et en particulier lorsque vous êtes dans une zone de convergence, vous avez une plaque qui subducte sous une autre plaque, eh bien la formation de cet épaississement crustal va induire une charge sur cette plaque qui subducte et vous allez faire une flexure. C'est exactement le même principe que si vous prenez une planche de bois ou une poutre et que vous appuyez, vous mettez une charge au milieu de cette poutre, mais vous allez voir que cette poutre va marquer une courbure, et cette courbure, c'est ce qu'on appelle la flexure. Et donc, en géologie, vous avez le même principe, et ça permet de générer des zones de topographie basse, et qui sont des zones de bassin, et on parle alors de bassin flexural. Donc, dans la diapo précédente, j'ai illustré ce principe de flexure avec une poutre, mais le principe reste le même dans le cas naturel d'une chaîne de montagne. Vous avez sur ce graphique à gauche donc la formation d'une chaîne de montagne par un épaississement crustal, dans deux cas, soit au-dessus d'une plaque continue, soit au-dessus d'une demi-plaque qui peut par exemple correspondre à une zone de subduction. Donc l'épaississement crustal, la formation de la chaîne de montagne que j'entoure ici en rouge, va générer un poids, une charge sur la plaque sous-jacente, je vais y arriver, notamment la plaque qui subducte, et donc vous allez flexurer cette plaque et provoquer la formation d'espace de part et d'autre de la chaîne de montagne, ou lorsque vous avez une demi-plaque simplement à l'avant de la chaîne de montagne. Et ces zones, ces espaces qui sont créés, c'est ce qu'on appelle les bassins flexuraux. Donc ces bassins flexuraux vont être des lieux propices à la sédimentation. Alors, on peut décrire précisément la géométrie de ces bassins flexuraux. Il existe des équations basées sur la mécanique et la physique qui permettent de décrire la flexure. Et lorsqu'on résout ces équations, mais en fait, on arrive à une géométrie qui est assez précise et qui correspond au schéma que vous avez sous les yeux, avec une plaque qui va flexurer suivant cette géométrie-là, avec un espèce de bombement qu'on appelle fort bulge, avant de revenir à sa géométrie initiale plate. La charge étant faite à cet endroit-là par la croissance de l'orogène. Et donc, on a un bassin flexural qui se développe entre les deux. Alors, on pourrait décrire un peu les équations qui permettent de reconstruire cette géométrie-là précisément, mais ça sort un peu du cadre du cours de géologie structurale. Mais sachez que c'est possible, et probablement qu'au cours de votre scolarité, vous allez l'apprendre, notamment en mécanique des roches. Alors la conséquence de ça, c'est qu'on a des grands bassins, lieux propices à la sédimentation au front des grandes chaînes de montagnes. Un des plus beaux exemples, c'est le grand bassin qu'on forme au front de la chaîne de l'Himalaya. Il faut bien savoir que l'Himalaya, c'est un lieu d'érosion, le principal lieu d'érosion au monde. Donc c'est le principal lieu de formation des sédiments qui sont transportés par plusieurs grands fleuves, notamment le Gange, que vous avez ici dessiné en bleu. Sédiments qui vont être transportés vers l'avant de la chaîne de montagne, de la chaîne himalayenne, et qui vont être déposés dans le bassin flexural qui se forme à l'avant, que vous avez ici, dans cette région-là. Bassin flexural qui correspond au cône qu'on appelle du Bengale. Donc tous les produits de l'érosion de l'Himalaya sont transportés par les grands fleuves et déposés au niveau du grand bassin flexural à l'avant de la chaîne de montagne. C'est ce qu'on a donc ici. Le grand bassin du Bengale que vous avez, que j'entoure en rouge là, eh bien c'est un grand bassin flexural situé à l'avant de la collision Inde-Asie.
Alors, une notion importante associée à cette sédimentation dans les bassins flexuraux, c'est la notion de molasse. Qu'est-ce que c'est une molasse? Ce sont l'ensemble des roches sédimentaires, essentiellement détritiques. Ça peut être marin peu profond, mais c'est essentiellement détritique, qui s'accumulent dans les bassins d'avant-pays, au front des chaînes de montagne, et ceci lors de leur formation. Ça, c'est le point important, c'est que c'est synchrone de la formation de la chaîne de montagne. Donc, si vous avez l'occasion de voir ce terme molasse dans les descriptions lithologiques, eh bien ça fait référence à ça fait référence à des sédiments qui sont déposés en même temps que la formation d'une chaîne de montagne. Alors des exemples de molasse, pour ceux qui ont l'occasion d'aller faire un stage de terrain dans les Corbières en fin d'année, eh bien vous aurez une de vos formations qui s'appelle les molasses de Carcassonne, qui s'est déposée lors de l'Éocène au front des Pyrénées et que vous avez ici en photo. Alors là, c'est sur photo, donc c'est toujours difficile de se rendre compte, mais tous les éléments que vous avez là, ce sont des galets, des blocs, donc des éléments détritiques qui font plusieurs centimètres de taille, qui ont été transportés par des rivières au front de la chaîne pyrénéenne et qui sont datés de l'Éocène, c'est-à-dire entre 50 et 60 millions d'années à peu près.